Marc Bornec. Merci Madame la Présidente. Vous avez souhaité dans votre propos liminaire que nous nous occupions des Francs-Comtois. Il me semble que ça va être difficile avec certains de nos collègues aujourd'hui. Quand on reprend l'ensemble des interventions des uns et des autres au cours de ce mandat, ou du précédent d'ailleurs, il est intéressant de noter que pour certains, le monde n'évolue pas, et pour d'autres, progressistes, il y a nécessité d'appréhender l'avenir de notre région pour ses habitants. Et nous le verrons encore aujourd'hui dans nos débats sur le CPER ou sur l'intérêt de changer de périmètre régional tel qu'il a été annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines. Mais nous y reviendrons. Notre monde change, mais il nous semble que pour nous, écologistes, ce changement ne doit pas être subi, mais bien souhaité, voulu et en adéquation avec un développement durable. C'est-à-dire que nous devons être les acteurs des changements nécessaires et non pas de simples spectateurs. C'est bien là le rôle confié par nos concitoyens aux élus. Pour nous aider à mesurer les intérêts ou les bénéfices des projets inscrits dans ce futur contrat État-région, la grille de lecture qui est proposée par le Césaire dans son avis du 18 février dernier est particulièrement intéressante. En effet, le distinguo à faire entre les investissements matériels qui engendrent des dépenses de fonctionnement sur la durée, les investissements matériels qui réduisent les dépenses de fonctionnement sur la durée, par exemple les travaux d'économie d'énergie sur un lycée, la construction d'une maison de l'environnement, les investissements matériels qui créent de la valeur sur le territoire et donc de futures recettes, par exemple la stimulation d'activités privées, l'économie circulaire. Et enfin, les investissements immatériels qui permettent d'optimiser les effets matériels, l'ingénierie sociétale, l'ingénierie financière, l'ingénierie de projet. Si on considère que ce CPER est avant tout un outil financier, comme le rappelle régulièrement Monsieur le Préfet, cette grille de lecture peut nous permettre de prioriser des projets qui doivent amener de la plus-value à notre territoire. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes toujours opposés au financement des volets routiers, compétence d'ailleurs de l'État et des départements, hormis bien entendu les travaux qui apporteront plus de sécurité à nos concitoyens, comme par exemple le contournement de Port-sur-Saône. Bien évidemment, on ressent dans la demande de travaux routiers le lobby du BTP. C'est tout à fait entendable dans la mesure où l'emploi est l'axe transversal de l'ensemble de ce CPER. Mais les projets d'aménagement ferroviaire, eux aussi, amènent de l'emploi, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes entreprises qui en bénéficient. Nous ne pouvons donc pas aborder cette partie du CPER qu'à travers ce prisme, mais bien à travers des bénéfices retirés par les Francs-Comtois dans une vision de développement durable et d'une vision globale de l'emploi généré à travers ce contrat. Quant aux lignes ferroviaires 4 et Andelot-Lacluse, dites des hirondelles, elles doivent être considérées comme des investissements matériels qui contribuent à créer de la valeur sur le territoire qu'elles traversent et plus précisément les gares qu'elles desservent, sans compter les possibilités d'entrée et de sortie du fret qu'elles permettent sur notre territoire. D'ailleurs, de façon plus générale, des investissements matériels qui permettraient une bonne circulation du fret en Franche-Comté sont indispensables. À ce titre, nous demandons que soit réinscrite dans le CPER la mise à gabarit B+, B1, comme vous le voulez, de la ligne Saône-Doubs, comme le propose avec beaucoup de pertinence le Césaire. Toujours en appliquant cette grille de lecture au projet du CPER,
le projet de construction de la Maison de l'Environnement est l'exemple parfait d'un investissement matériel qui réduit les dépenses de fonctionnement et qui, par ailleurs, permet d'offrir un équipement ressource pour le développement du territoire, un développement durable du territoire, auquel s'ajoutera l'attractivité du campus universitaire. C'est là que les acteurs du territoire trouveront la donnée, l'expertise, etc., comme des outils de prise de décision dans le domaine de l'environnement. A contrario, les constructions de nouvelles zones d'activité, telles qu'elles nous sont proposées ici, se traduisent effectivement par des investissements matériels qui engendrent des dépenses de fonctionnement sur la durée et qui plus est, génèrent des effets négatifs, notamment en termes de consommation foncière et plus précisément de terres agricoles. Les urbanistes nous parlent de plus en plus de bâtir la ville sur la ville. Construisons des zones d'activité sur les anciennes zones d'activité en les rendant exemplaires en matière de développement durable. Dans le contexte économique actuel, le distinguo entre les investissements vertueux et les autres s'impose également dans la construction des programmes européens. Nous nous sommes déjà exprimés sur le FEDER, inutile d'y revenir à cet instant, mais mes collègues y reviendront au cours du débat. Par contre, les premières propositions du programme de développement rural du FEADER nous interrogent. Aujourd'hui, nous constatons que le lobby agricole s'est levé contre l'environnement, accroché à une vision obsolète de son développement, avec toujours plus de financement direct, bénéficiant à la filière elle-même, en complète contradiction avec les enjeux de qualité de l'alimentation et de la santé publique, que nos concitoyens, d'ailleurs, sont en droit d'attendre. Il ne nous a jamais paru intéressant de mettre les agriculteurs, qui sont des acteurs économiques, dans une catégorie professionnelle vivant de subventions publiques. Ça n'est pas digne pour eux et ils doivent probablement assez mal le vivre. Des générations d'agriculteurs ont construit nos paysages et assuré notre autonomie alimentaire. C'est dans cet esprit que nous devons conduire avec eux une politique agricole qui ne génère pas plus de réparations que de biens pour la société. Le système actuel court à sa perte, générant des dégâts sur le plan de l'emploi, de l'économie. Je vous rappelle ce que le président du Conseil général a fait hier. Il a porté plainte pour dégradation de l'environnement. On voit bien comment les agriculteurs sont les premières victimes de ce système. Ainsi, juste deux exemples, économiques et sanitaires. On nous suggère dans la proposition 2.2.14, je cite, « combinaison et justification des mesures animaux et végétaux, de garantir la viabilité des exploitations, une assurance revenu qui certes peut aider les exploitants, mais dont on ne sait pas, à travers cette lecture, si les fonds européens devront mettre la main à la poche précisément. Nous nous interrogeons sur cette prise en charge par des fonds publics de risques inhérents à cette profession. Au nom de quoi ces professionnels doivent-ils être plus protégés par des fonds publics que les artisans, par exemple, qui eux aussi subissent quelquefois des intempéries? Le deuxième exemple, qui est encore plus inquiétant, une étude récente présente les effets ravageurs dus à l'usage de fongicides, non pas seulement quant à leurs effets directs sur le sol, les plantes ou la chaîne alimentaire, mais parce qu'ils génèrent des mutations rapides des spores qui résistent de plus en plus au traitement, non seulement les spores spécifiques aux plantes, mais plus généralement ceux qui, dans l'air, sont contaminants pour l'homme. En France, 2 cas humains présentant une résistance au traitement révèlent cette mutation. Le cas présenté lors de cet exposé, un agriculteur franc-comtois. La souche du spore mutant a été retrouvée dans l'environnement de son exploitation. Il subit une pullulation de ce spore dans ses poumons et les médicaments proposés sont peu efficaces. Ça se passe ici, chez nous. Dans ces conditions, comment ne pas se scandaliser que, après
tous les efforts de notre région en faveur de l'agriculture biologique et tous les bons résultats enregistrés par cette filière en Franche-Comté. Rien, strictement rien dans ces fonds, dans ces programmes européens n'aille dans cette direction. Même si nous déplorons que dans la partie FEADER, 90% des mesures aient été imposées par l'État, nous devrons nous attacher à rendre les dernières disponibilités en réelle adéquation entre le monde agricole et le monde rural, notamment à travers les attentes sociétales. Il n'est pas utile quand même de rappeler que l'Europe nous a accompagnés à hauteur de près de 500 millions d'euros sur le précédent programme, 2007-2013, et qu'incontestablement, cette aide financière a fait éclore nombre de projets et a été créatrice d'emplois sur notre territoire, en milieu urbain comme en milieu rural. Nous, élus EELV, comme notre nom l'indique, le deuxième E, Européens convaincus, souhaitons rappeler l'apport de l'Europe dans le développement de nos territoires. Pour ce prochain programme opérationnel, la mobilisation pourrait atteindre 707 millions d'euros, tout programme confondu. Cette aide de l'Europe n'est pas que financière. Elle nous a aidés à orienter de manière qualitative sur tout le territoire européen des actions dont l'efficacité n'aurait pu être atteinte sans une coordination supranationale. L'exemple de la directive cadre eau européenne, qui impose à la France des pénalités, montre que seule l'Europe pourrait nous permettre de surmonter certaines résistances. Bien entendu, mes collègues s'exprimeront plus précisément sur certains points tout au long de nos débats, comme je vous l'ai déjà dit. Merci de votre attention. Merci. Quand même, on va mettre 20 millions sur la conversion bio, avec un objectif qui est de doubler les surfaces. Donc, attention, il faut nuancer les propos.